sur la poussée des éléphants blancs et les causes à l'origine de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Modernisation du secteur touristique. L'État de Côte d'Ivoire et Ecobank scellent un partenariat afin d'accélérer la digitalisation de l'écosystème touristique. Journée nationale de la transformation initiée par le CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie, les portes de la 8e édition ouverte à Abidjan. Technologie, lancement de la plateforme digitale YouApps Africa dans le secteur de l'artisanat. Et puis dans le transport, le syndicat national des chauffeurs de VTC promeut la professionnalisation des conducteurs. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, c'est le rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Débutons cette édition en nous rendant au Togo, précisément à Lomé. Les acteurs du secteur des bâtiments et travaux publics fédérés au sein du groupement national des entrepreneurs des BTP étaient en réunion. Cette rencontre leur a permis de souligner la poussée des éléphants blancs et les causes à l'origine de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays. On en sait davantage dans ce compte rendu de nos correspondants sur place. Le secteur du BTP et des travaux publics au Togo fait face à un défi majeur, l'abandon croissant de chantiers. Cette préoccupation, exacerbée par la pratique des prix cassés, a incité le groupement national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics à tirer la sonnette d'alarme. Notre souhait, c'est qu'après cette rencontre, que tous les collègues, tous les entrepreneurs prennent conscience qu'une offre engage la responsabilité de l'entrepreneur et qu'une offre mal ficelée peut conduire à la perte de l'entreprise. Les prix cassés, souvent utilisés pour remporter les marchés publics, entraînent des conséquences néfastes. Retard dans l'exécution des travaux, qualité médiocre et parfois l'abandon total des projets. La responsabilité est partagée. La responsabilité vis-à-vis de l'autorité contractante qui accepte et respecte les moins-disants. La responsabilité aussi au niveau des entrepreneurs que nous sommes et la responsabilité aussi, pourquoi pas, au niveau des banques. Face à cette problématique, le GNEBTP appelle à une réflexion approfondie sur les pratiques du secteur. Il est important de trouver des solutions durables pour assurer la santé et la croissance du BTP au Togo. Ce qu'on nous reproche tous, c'est que nous ne respectons pas les délais. Rares sont les entreprises nationales, même étrangères, qui respectent les délais. Et nous avons cherché à savoir les causes qui font que nous ne respectons pas les délais. Et nous avons tiré les causes internes et les causes externes. Et parmi les causes internes, c'est aussi surtout nos prix. Les gens mettent des prix qui ne sont pas raisonnables. Et devant les travaux, ils n'arrivent pas à exécuter les travaux et ils abandonnent les chantiers. Le GNEBTP se positionne en catalyseur de ce changement nécessaire en plaidant pour une réforme en profondeur du secteur et en promouvant des pratiques commerciales éthiques et durables. De retour en Côte d'Ivoire, parlons du secteur touristique. Afin d'accélérer la digitalisation de l'écosystème touristique ivoirien, Ecobank Côte d'Ivoire et le ministère du Tourisme et des Loisirs se sont engagés dans un partenariat qui va durer 2 ans. La signature de cette convention de partenariat a fait l'objet d'une cérémonie tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Issa Badini et Nicolas Ngwa étaient témoins. Des échanges de parafères et des sourires, des chaudes poignées, c'est un mariage qui se noue ici devant témoins. Un mariage de cœur et de raison, un mariage cette fois entre une banque, Ecobank, désormais partenaire privilégié du monde du tourisme ivoirien, et l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère du Tourisme qui veut moderniser un secteur qui vaut en principe de l'or. La première chose qui était importante, c'était d'apporter du financement à l'écosystème. Et la deuxième chose, c'est d'apporter l'innovation. Comme monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, ce sont sur ces 2 pieds que nous voulons avancer. Et l'intérêt pour Ecobank, c'est de participer d'un côté au développement du secteur privé ivoirien en apportant un financement,
à une industrie et à un secteur qui a une ambition de représenter à peu près 10% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire dans les prochaines années. Et c'est cette ambition que Monsieur le ministre a partagée avec nous. Et c'est ce rêve que nous voulons construire ensemble en apportant ce financement-là à ces acteurs locaux. Une fois digitalisé, on pense que ce sont des acteurs qui seront mis en relief et qui seront sur une plateforme rendue contrôlable et qui permet de mettre une base de données en place qui peut répertorier l'ensemble de leurs produits d'exploitation et faire en sorte qu'il y ait des éléments de traçabilité qui se mettent en place. Et à partir de ce moment, la banque aussi constitue un mécanisme, un dispositif en place qui peut les accompagner. Digitalisé, mais aussi accompagné par des financements, a donc souligné le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire. L'accord désormais scellé, Siandou Fofana peut maintenant se tourner vers les acteurs. Il me plaît à présent d'inviter l'ensemble de tous nos fêtières, de l'ensemble de tous les acteurs du tourisme, des loisirs, de l'hôtellerie, de la restauration, dans son ensemble et dans son entièreté, à adhérer fortement à cette démarche, mais avant à rentrer de plein pied dans la digitalisation mise en commun avec Ecobank. 2 ans, c'est le temps que va durer le partenariat. Comme annoncé, du 7 au 9 décembre se tient au siège du CDT à Marcory, Biétry, la 8e édition des Journées nationales de la transformation. Au cours de ces 3 jours, les participants vont se pencher sur le défi de la promotion et de la consommation des produits locaux. Organisées par le Centre de démonstration et de promotion de technologie, les Journées nationales de la transformation visent à promouvoir le potentiel créatif de l'économie locale. Konena Nourgo et Tima Traoré. Transformer 50% de ces produits, c'est l'objectif que s'est assigné la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement PND 2021-2025. Un objectif qui a mobilisé les agro-industriels et les structures étatiques comme le Centre de démonstration et de promotion de technologie qui a donc décidé de jouer sa partition à travers l'institution des Journées nationales de la transformation JNT. Des journées dont la 8e édition a ouvert ses portes ce jeudi 7 décembre 2023 au siège du CDT en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. La cérémonie de ce jour, à travers la 8e édition des Journées nationales de transformation, s'inscrit donc parfaitement dans cette stratégie en matière de développement de la transformation de nos matières premières agricoles. Elle vise à proposer des moyens de satisfaction des besoins de consommation de produits de qualité transformés localement. Pour cette 8e édition des JNT, les assises se dérouleront autour du thème « Le défi de la promotion et de la consommation des produits locaux ». Un thème crucial, selon le directeur général du CDT, qui permettra de proposer un modèle de commercialisation des produits locaux. La visibilité, la perceptibilité de nos entrepreneurs aujourd'hui est une nécessité absolue. La Côte d'Ivoire a une forte problématique en matière de transformation. Monsieur le ministre l'a rappelé, c'est un besoin constant du président de la République. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous avez remarqué, l'industrialisation est le premier pilier du programme national de développement, le PND 2021-2025. Il a dit que nos produits sont chers. Pourquoi ils sont chers? Encore, ils ne sont pas chers. Ils sont chers parce que les actrices transforment en petite quantité. Et lorsque nous allons pouvoir transformer en masse au niveau de la petite agro-industrie, nous allons pouvoir réduire les coûts de production et vendre encore plus bas. Je dis bien plus bas, pour que la classe moyenne puisse consommer et même la classe populaire puisse consommer encore plus nos produits. Exposition de produits transformés localement, des panels de discussion sur le circuit de distribution idéal, la disponibilité des équipements et des concours vont meubler ces journées. Lancées ce jeudi, les JNT prendront fin le 9 décembre 2023.
La capitale économique Abidjan a abrité 2 jours de travaux sur l'implémentation d'un règlement communautaire sur le roaming entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Les travaux ont réuni experts, régulateurs et opérateurs des 2 pays respectifs et ont abouti à un protocole d'accord signé entre l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI et l'ARCEP Togo. Walter Kofi et Augustin Kra. Les barrières tarifaires de télécommunications entre la Côte d'Ivoire et le Togo viennent de tomber. Bientôt, les populations ivoiriennes et togolaises pourront bénéficier de tarifs de communication très abordables pendant leur déplacement entre les 2 pays, tout en gardant leurs cartes SIM respectives. Un geste matérialisé par un protocole d'accord signé entre l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et l'autorité de régulation de la télécommunication électronique et poste, ACEP Togo. Un accord qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile voulu par la CEDEAO. Les citoyens togolais qui arrivaient, qui sont en séjour en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent étaient facturés suivant l'opérateur jusqu'à 300 francs le mégaoctet, mais jusqu'à 6 000 francs le mégaoctet. Vous avez bien entendu, 6 000 francs le mégaoctet. Et on va passer de 6 000 francs le mégaoctet à 2,2 francs le mégaoctet. Donc soit pratiquement un ratio de 3 000 au niveau de la baisse tarifaire. Des résolutions qui sont issues de 2 jours de travaux qui ont réuni les régulateurs ivoiriens, togolais et leurs opérateurs respectifs et dont la mise en œuvre devrait être effective dès janvier 2024. C'est donc avec une profonde satisfaction que l'ARTCI a accueilli ces 2 jours de travaux pour lever les obstacles à une implémentation effective du règlement entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Les échanges fructueux au cours de ces 2 journées démontrent la volonté manifeste de l'ensemble des parties prenantes d'atteindre un objectif commun, celui de finaliser le roaming communautaire entre nos 2 pays, après donc, comme je vous le disais tout à l'heure, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Notons que ce protocole d'accord portant sur une réglementation communautaire de roaming avec le Togo est le 3e signé par la Côte d'Ivoire après le Burkina, le Mali et le Ghana. Dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et l'École des mines Paris, la 9e édition de la formation BADJ promet de redéfinir les normes de la régulation énergétique en Afrique. Cette initiative s'inscrit dans une vision de libéralisation énergétique avec la collaboration des cadres africains de divers horizons pour 6 semaines intenses de connaissances, de compétences et de perspectives, ouvrant ainsi la voie à une expertise de régulation sur le continent. Diane Kablancan et Doumbia Ayouba. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'École des mines Paris et l'Association francophone des industries en réseau, AFRI, annonce fièrement le lancement de la 9e édition de la formation diplômante BADJ, bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles sur la régulation et le marché de l'énergie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une régulation efficace entre périodes de libéralisation visant à doter les cadres africains d'une expertise nécessaire. C'est une formation sur le BADJ, c'est un brevet d'aptitude pour la régulation en matière d'énergie qui est délivré à la fois par le cabinet Deloitte et l'École des mines de Paris et l'ANARECI. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir former les cadres dans le secteur de l'électricité, pouvoir assumer, avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir mieux réguler le secteur de l'électricité. Voilà. Je pense que c'est en termes, comme ça a déjà été dit, donc la formation vise à renforcer donc, les compétences des acteurs de la régulation de tout ça en Afrique. Et ce qu'on souhaite, c'est que déjà que les Africains puissent donc s'approprier un ensemble de choses. D'abord, il faut avoir la vision, il faut travailler sur la planification, développer donc des modèles, pas aussi ce qui se passe ailleurs, donc des modèles internationaux, mais il faut s'approprier ces modèles-là. Le BADJ vise à développer des compétences techniques, économiques et juridiques pour les professionnels travaillant dans la régulation de l'électricité.
Les participants auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances dans des domaines tels que l'analyse de marché, les instruments de régulation et la préparation des décisions stratégiques. Parlons de réseautage dans ce journal. Le 6 janvier 2024 se tiendra à Abidjan un dîner des chefs d'entreprise dit exceptionnel sous le thème « Trouver une nouvelle source d'inspiration pour l'année 2024 ». Ce dîner permettra de créer une connexion entre les experts de plusieurs domaines d'activité et c'est à l'initiative de l'entreprise ACD Corporate Service. Un rendez-vous s'annonce pour les chefs d'entreprise, avocats, architectes, entre autres, des acteurs très souvent préoccupés par le défi de la productivité de leur entreprise. Il s'agit d'une rencontre de réseautage dénommée Dîner exceptionnel des chefs d'entreprise ACD Corporate Service avec à sa tête Deza Auguste, président-directeur général. Cette rencontre se déroulera le 6 janvier 2024 à Yves Hôtel, dans la commune du Plateau à Abidjan, et se veut un cadre de connexion et de partage d'expériences pour permettre aux uns et aux autres de trouver une nouvelle source d'inspiration pour amorcer l'année 2024. Au menu de cette première édition en Côte d'Ivoire, plusieurs thèmes seront abordés, notamment idées de carrière, développement personnel ou retour d'expérience. Ce dîner aura pour but, dans un premier temps, de réunir toutes ces personnalités, des notaires, des architectes, des avocats, des experts comptables, des financiers, des promoteurs immobiliers, des experts géomètres. Pourquoi? Parce que les défis sont énormes lorsque nous sommes chefs d'entreprise, lorsque nous sommes premiers responsables d'une entreprise. Et partager ces défis avec ses confrères, partager ces défis avec des personnes qui font la même chose que vous permet d'élargir votre vision, vous permet d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir répondre. Connu pour l'organisation du prix d'excellence international au bénéfice des meilleurs managers et dirigeants d'entreprise, ACD Corporate Service est une entreprise qui œuvre pour le développement et la promotion des pays africains. UAPS Africa est une entreprise spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions web et mobiles. Basée en France, elle a lancé ses activités devant plusieurs artisans exerçant dans les domaines du maquillage et de la coiffure. En Côte d'Ivoire, UAPS Africa veut offrir aux professionnels du secteur de l'artisanat l'opportunité de digitaliser leur activité afin de trouver de nouvelles marges de manœuvre pour rester plus compétitifs. Elles étaient là, les coiffeuses, les maquilleuses, les professionnels du secteur de l'artisanat. Et pour cause, s'informer sur l'opportunité qu'offre l'entreprise UAPS Africa, entreprise innovante spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions web et mobiles. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour lancer le logiciel de gestion de salon, le logiciel de gestion des activités de l'artisanat. Donc c'est une application qui permet aux artisans de vraiment gérer leur activité, gérer leur quotidien, leur rendez-vous clients. Ça leur permet d'avoir une visibilité sur leur activité. Les activités, c'est-à-dire leur état financier, est possible grâce à l'application YouBusiness. Durant 2 heures, le directeur général a entretenu les invités et les partenaires sur le thème « Comment l'application You révolutionne le secteur de l'artisanat ». Après une série de questions pour mieux maîtriser le système UAPS, les participants ont manifesté leur satisfaction. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir pensé aux artisans de la beauté parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans l'informel. Nous ne savons même pas faire la part des choses entre gérer une entreprise, entre les dépenses et puis les bénéfices. Et aussi même voir comment il faut faire la promotion, le marketing de la structure. Et ces gens sont venus nous apporter beaucoup pour mieux gérer nos entreprises et garder aussi, fidéliser la clientèle. C'est une application qui est vraiment très importante, très intéressante pour nous, les artisans.
dans le métier ou le secteur de la beauté, voilà, que ce soit coiffure ou maquillage. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet d'être mieux structurés et d'avoir une meilleure visibilité sur la clientèle qui vient. Notons que YouApps Africa, créée en 2018, est une entreprise innovante spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions web et mobiles. Sa mission est d'offrir aux professionnels du secteur de l'artisanat, tels que les salons de coiffure ou instituts de beauté, l'opportunité de digitaliser leur activité afin de trouver de nouvelles marges de manœuvre pour rester compétitifs. Parlons de transport dans ce journal. Il s'est tenu récemment la visite du bureau technique du syndicat national des chauffeurs de VTC par la Chambre nationale des métiers dans la commune de Cocody, 8e tranche à Abidjan, organisée par le SINAC VTCI. Cette activité avait pour objectif d'inciter les automobilistes du VTC à se faire enregistrer afin de procéder à l'établissement de leur carte pour la professionnalisation de ce corps de métier et permettre une meilleure organisation de ce secteur d'activité. Michel Brou pour le compte-rendu. Ce sont des bureaux entièrement dédiés à l'enrôlement et l'identification des chauffeurs de VTC visités par les responsables de tutelle. Les chauffeurs de VTC pourront désormais se faire enregistrer et bénéficier d'une carte professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Faire sortir ces artisans de la précarité, mais surtout résoudre les problèmes d'insécurité était le sens de la mise en œuvre de ces infrastructures. L'enregistrement va permettre non seulement d'avoir une reconnaissance officielle en tant que chauffeur de VTC, mais également de profiter de services et d'accompagnement spécifiques. Elle leur permettra aussi d'attester de leur professionnalisme et de présenter aux clients une preuve de leur affiliation au syndicat national des chauffeurs de VTC. Elle est donc une garantie de confiance pour les usagers de ces services de transport. Aujourd'hui, à travers la Chambre nationale des métiers, en collaboration avec le syndicat, nous avons décidé de pérenniser vos emplois. Il y a déjà les 500 taxis qui arrivent, mais nous voulons que chaque individu, chaque chauffeur, chaque artisan de Côte d'Ivoire contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons la visite du directeur général exécutif de cette chambre-là pour voir l'effectivité de l'opération. Donc en cela, nous sommes vraiment contents. Le syndicat national des chauffeurs de VTC est une organisation créée en juin 2018. Il revendique 18 000 membres à ce jour. Ce syndicat représente et défend les intérêts des conducteurs de VTC en Côte d'Ivoire. Jedus Network Côte d'Ivoire est une ONG américaine fondée dans l'État du New Jersey aux États-Unis et le Centre international pour le développement humain ont signé une convention de partenariat. Objectif, créer un cadre de concertation et de réflexion pour la formulation et la mise en œuvre des projets dans le domaine agricole et le management des organisations professionnelles agricoles. Djekou De Silva. Jedus Network Côte d'Ivoire, ONG américaine fondée dans l'État du New Jersey aux États-Unis. L'ONG Network Côte d'Ivoire œuvre pour l'épanouissement des femmes. Elle organise des activités génératrices de revenus en vue de la promotion du genre, d'où la signature d'une convention avec le cabinet CIDH spécialisé dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de projets de développement ainsi que la création d'entreprises agricoles. Nous voudrons, à travers la signature de cette convention, qu'elle soit mieux accompagnée, qu'elle soit mieux organisée, mieux accompagnée, afin qu'on puisse trouver les créneaux, les créneaux de financement pour leur permettre de déployer toute cette énergie qu'elle dégage. Nous avons notre petite expérience en la matière et nous pensons que nous allons ensemble monter des projets pour rechercher des bailleurs de fonds. C'est Jedus Networks qui est à féliciter parce que cette organisation humanitaire vraiment veut travailler et aider les populations en Côte d'Ivoire. À ce qui nous concerne, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, Jedus Network travaille, elle a signé une convention avec nous par rapport à l'éducation. La dernière fois, c'était par rapport aux armes légères. Aujourd'hui, c'est dans le domaine agricole. Et les femmes sont les plus concernées. Notons que Jedus Network Côte d'Ivoire se donne comme moyen des programmes communautaires de sensibilisation
de coaching et d'information des organisations professionnelles agricoles, des femmes dans le domaine du vivrier. Il s'est tenu récemment dans la commune du Plateau, à la Maison de la Presse, la cérémonie officielle d'installation des comités de concertation communale sur le handicap. Cette initiative de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et son partenaire, l'ambassade du Canada, se situe dans le cadre du projet renforcer la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale par des ateliers de renforcement de capacité et une campagne de sensibilisation. Le reportage est signé Fulgence Canon. Dans le déroulé du projet renforcer la participation des personnes handicapées et une campagne de sensibilisation, un constat amer est fait. Les focus group révèlent que dans la plupart des communes, la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale n'est pas effective et que leurs besoins spécifiques ne sont pas réellement pris en compte dans la mise en œuvre des projets communaux, dont la création de comités de concertation communale sur le handicap dans chacune des communes. Bien, notre travail en tant que comité, ce sera essentiellement d'impliquer véritablement nos responsables au niveau communal dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Je pense que ce projet est un projet majeur pour les personnes en situation de handicap parce que ce projet vient lever le voile sur une situation où les personnes handicapées étaient longtemps discriminées dans la gestion des communes. Aujourd'hui, les personnes handicapées commencent à se sentir dans les communes puisqu'ils ont le courage maintenant de parler de leur situation, d'évoquer leur participation. Donc ce projet-là est tellement important pour nous. On se dit qu'il faut appuyer. Il faut appuyer. Cet appui vient du Fonds canadien d'initiative locale parce qu'on se dit que l'inclusion est fondamentale. L'inclusion, c'est réussir ensemble. Pour l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, ce projet est un grand intérêt car il est au nombre des initiatives que son pays appuie pour faire avancer l'une de ses priorités majeures, qui est la gouvernance inclusive, la diversité, la démocratie, les droits de la personne. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Dans le cadre du projet de reboisement compensatoire du programme DPAI Bélier, le DPAI Bélier, la direction régionale du ministère des Eaux et Forêts ont effectué récemment une visite de terrain dans la sous-préfecture de Lolobo, dans la commune d'Atiéguacro, pour vérification des travaux de reboisement sur la parcelle d'un opérateur économique. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Le projet de pôle agro-industriel a été réalisé pour redynamiser les cultures avec plusieurs infrastructures mises en place, telles que des barrages et des aménagements de périmètre. Au cours de la réalisation de ce projet, plusieurs arbres ont été abattus. En vue d'améliorer donc les dégradations qui ont eu lieu dans les mesures de sauvegarde environnementale, une convention a été signée avec le ministère des Eaux et Forêts afin de faire un reboisement compensatoire. Dans le cadre de ce projet, ce sont 70 hectares de parcelles qui ont été reboisées. Une visite de terrain dans la sous-préfecture de Lolobo, dans la commune d'Atiéguacro. Quand nous abattons des arbres à certains endroits pour faire des aménagements, pour faire des barrages, il faut pouvoir faire un reboisement pour pouvoir compenser toutes ces dégradations. Et donc, dans le cadre du projet, nous avons identifié 70 hectares de parcelles que nous allons reboiser. Dans le cadre de leur projet de reboisement compensatoire, le DPAI Bélier nous a approchés. Nous allons mettre en place 70 hectares de reboisement. Pour moi, en fait, ces genres d'initiatives doivent être beaucoup encouragés. Il faut vraiment donner les moyens qu'il faut, à la fois les moyens financiers, matériels, techniques, etc., pour pouvoir vraiment encourager d'autres bénéficiaires dans le domaine de la préservation de l'environnement. Sur cette parcelle, ce sont les plantes de Melina arborea, qui est une essence exotique à croissance rapide qui pourra produire du bois d'œuvre et du bois énergique. L'ONG Agriculture, Santé et Éducation, créée en 2021, avec pour principale mission la promotion de l'agriculture, la santé et l'éducation sur les bases du développement durable. En collaboration avec les eaux et forêts de la sous-préfecture de Doba, l'ONG a procédé à la clôture de la première partie de la caravane de sensibilisation à l'endroit des populations du village de Dagadji.
Thème, l'impact de l'agroforesterie sur les changements climatiques et le rôle des femmes, piliers de l'agroforesterie. Abel Kwao et Djekou de Silva. Le premier jour de cette sensibilisation a consisté à une projection de films retraçant l'histoire de la forêt ivoirienne des années 60 à nos jours. Ensuite, des enseignements ont été donnés à la population par les membres de l'ONG ACEPT et le lieutenant Franck Allah, chef de poste des eaux et forêts de Doba. Le lendemain, s'en est suivi une séance de planting d'arbres avec la forte mobilisation de la population du village de Dagadji, à sa suite le chef de village. Différentes espèces d'arbres ont été plantées, puis la visite d'un champ d'agroforesterie d'un planteur de cacao. On a vu que la population s'est appropriée le sujet parce que le message qu'on portait était clair. C'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence que chacun prenne conscience qu'il y a un reboisement à faire. Tout le monde doit opter pour l'agroforesterie afin que nous luttons ensemble contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle d'économie forestière parce qu'on regarde ce que l'ACPI ou bien des essences comme l'ACPI, la petite cola, le macoré et tout ça là donne en termes d'argent. Nous, notre mission, c'est de venir porter nos encouragements en tant que district. C'est pour cela même là que nous sommes mis en place. Notons que cette caravane de sensibilisation a débuté le 14 septembre 2023 et a sillonné les localités de Tchapadji, Doba, Gagny, Bigné, Glibuadi, Go, Brahimakro, Sainte-Marie et Dagadji. Ce sont environ plus de 2000 plants d'arbres qui ont été plantés lors de cette campagne de sensibilisation sur l'agroforesterie. Le colloque international pluridisciplinaire sur les crises sécuritaires en Afrique, organisé du 28 novembre au 1er décembre 2023 à l'université Peleforo Gon Coulibaly, à l'initiative du FONSTI et du PASRES, a refermé ses portes à l'hôtel Iris Monkorogo. Durant 4 jours, les participants venus de 15 pays ont réfléchi sur cette thématique pour produire 328 recommandations sur les différentes crises sécuritaires en Afrique. On en sait davantage dans ce reportage signé Philippe Zabo et Daouda Ouattara. Fédérer les intérêts collectifs vitaux en force de défense commune chargée d'assurer la sécurité dans tous les domaines. Voici les mots forts du rapport général du colloque international pluridisciplinaire sur les crises en Afrique. Un rapport général où les mots fédérer, mutualiser, unité, coaliser ont été répétés comme des mantras, ce qui a satisfait tous les acteurs majeurs. Si nous devons retenir quelque chose de fondamental, c'est que nous avons montré que les problèmes de sécurité sont des problèmes tant individuels, collectifs et de région. Donc, c'est une problématique qui intéresse tout le monde. Et de ce point de vue-là, la solution n'est pas pour la construire, c'est la participation et l'implication des uns des autres qu'il faut pour construire une solution de paix durable. Vous me voyez très ravie, doublement, à ma qualité de président de l'université et également de président du conseil scientifique, pour cet engouement, pour cette participation massive et pour la qualité des communications. Vous avez vu les prix qui ont été attribués, les notes qui ont été données par les différents jurys. Donc c'est vraiment un colloque qui a tenu toutes les attentes et dont nous en sommes fiers et nous attendons vraiment la 3e édition. Il y a beaucoup de points qui m'ont marqué. Mais le point qui m'a le plus marqué, c'est surtout de pouvoir mettre les chercheurs de l'Afrique de l'Ouest en réseau. Parce que je pense que seul le réseau, seule l'unité des pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent réellement nous amener à un vrai développement. 4 panels ont meublé ce colloque avec 321 communications réparties en 7 axes thématiques, dont 263 sous le format présentiel et 58 en ligne. 6 communications ont obtenu par catégorie, les meilleures notes ont été récompensées. En image à présent, Tanzanie, principal pays producteur de noix de cajou en Afrique de l'Est, exporte la majorité de sa récolte sous forme brute et il existe de nombreuses possibilités d'investissement dans le segment de la transformation.
Ainsi, la compagnie sud-coréenne Mirae Green Chemical, opérant dans l'industrie chimique, a installé une usine de transformation de noix de cajou basée dans le parc industriel de Dundani, dans le district de Mkuranga. D'un coût total de 5 millions de dollars, ce nouvel investissement s'inscrit dans le cadre d'une coopération avec l'autorité en charge des zones franches d'exportation et d'autres agences gouvernementales du pays. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.